Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette 10e édition du Festival de géopolitique de Grenoble. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Loïc Henneton, maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, habilité à diriger des recherches également. Spécialiste d'histoire et de politique américaine et également auteur des ouvrages Histoire religieuse des États-Unis et de la fin du rêve américain, Monsieur Henneton nous propose aujourd'hui une conférence sur les géants endormis vers une majorité démocrate permanente. Monsieur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors je tiens déjà à remercier les organisateurs, toute l'équipe d'organisation, parce que c'est un travail formidable. Je suis vraiment très content d'être là. Et alors je commence tout de suite par une petite précision. Je vais être obligé de balayer un certain nombre de choses assez rapidement, mais si vous voulez plus de détails, c'est dans les chapitres 4 et 5 de la fin du rêve américain, où là, évidemment, c'est 2 chapitres entiers, donc il y a beaucoup plus de détails, notamment sociologiques et démographiques. Alors, cette histoire de géant endormi, c'est quelque chose qui est absolument déterminant pour toute la politique américaine en développement permanent. Vous savez qu'il y a des élections en permanence et donc on spécule sur l'avenir en permanence. Et peut-être le point le plus important dans le titre de ma conférence, c'est le point d'interrogation à la fin. Puisque c'est vraiment tout ce qui problématise cette annonce, cette prophétie d'une majorité démocrate permanente. Alors je voudrais commencer par une citation, c'est toujours agréable de commencer par une citation. Stanley Greenberg, qui est un sondeur plutôt démocrate bien connu aux États-Unis, qui commet alors à la fois des sondages, des enquêtes d'opinion assez qui font autorité, mais qui fait aussi des tribunes dans la presse. Et ici, dans le Guardian britannique, le 5 novembre 2015, donc un an avant la fameuse élection de 2016. Et Stan Greenberg nous dit notamment les États-Unis ont dépassé le point de bascule électoral, donc ça y est, on y est, poussé par une nouvelle génération progressiste, les minorités raciales, donc les Noirs et les Hispaniques, les femmes célibataires, les millennials, ça j'y reviendrai un peu plus en détail, c'est en gros la génération qui est née après 1980, 81, 82, ça dépend des études, et qui est née jusqu'à, alors entre 96 et 2000, ça dépend également des études. Donc les millennials, la génération Y, donc, et les électeurs sans église, qu'on appelle aussi les nones, j'y reviendrai également tout à l'heure. Alors tous ces gens-là pesaient 51% de l'électorat en 2012, donc l'année de la réélection d'Obama, et atteindront l'année prochaine, donc 2016 pour le moment où Greenberg écrit, le seuil critique de 63%. Alors quand vous lisez ça, vous vous dites, bah ça y est, on y est, là, on a dépassé ce fameux point de bascule, donc rien ne sera plus jamais comme avant. Et on entre donc de plein pied, normalement, avec ce qui était annoncé comme l'élection assez probable d'Hillary Clinton dans une majorité démocrate permanente. Sauf que vous connaissez évidemment la suite. Et ce qu'on voit ici, c'est un certain nombre de résultats dans un certain nombre de comtés de la Rust Belt. Vous voyez Wisconsin, Ohio, etc. Et on voit deux choses. On voit deux colonnes à chaque fois. On voit le recul à la fois de la participation, c'est la colonne de droite. On voit que dans un certain nombre de comtés de témoins, cette participation est systématiquement en berne, et que dans cette participation en berne, on voit que le soutien des démocrates est nettement en berne également, et que beaucoup de gens qui avaient soutenu Obama n'ont pas soutenu Hillary Clinton. Il se murmure même que des gens qui avaient voté Obama en 2008 et en 2012 ont voté Trump. Alors là, vous avez des espèces de safaris journalistiques dans la Rust Belt qui sont toujours assez intéressants, où il y a des gens qui vont voir ces gens qui ont voté Obama, qui ont voté Trump. Et c'est vraiment, le terme de safari est repris justement par les gens qui critiquent cette approche très, très urbaine de la sociologie électorale. Alors deux grands problèmes vont se poser à nous dans l'analyse de la démographie, de la façon dont la démographie se traduit ou pas en termes électoraux. Le premier, c'est la fin de l'Amérique blanche. On pourrait mettre un point d'interrogation, j'ai hésité à le mettre, et en fait je ne le mets pas, parce que c'est quelque chose aussi qui fait partie du discours, et du discours que l'on trouve dans les instituts de recherche, et qui est repris dans les médias, et qui donc informe la perception de l'électorat. Vous voyez deux cartes qui sont légèrement semblables.
et qui montre l'état des États-Unis en termes démographiques en 2014 et l'état de l'électorat également en 2014, et deux autres cartes qui montrent de la prospective en 2040 et en 2060. Et vous voyez que plus la teinte est foncée, plus on a une proportion des minorités ethniques, donc des non-blancs, qui est importante, voire majoritaire. C'est la teinte la plus sombre, et vous voyez donc le dégradé qui fonce au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Et donc nous voyons qu'en 2040 et en 2060, les populations non blanches sont majoritaires dans pas mal d'États. Ce n'est pas encore le cas. Et on voit un léger décalage entre la population elle-même et l'électorat. Donc là, c'est normal, parce que les populations non blanches, surtout les hispaniques, ont une population qui est plus jeune, et donc qui est une population qui n'est pas en âge de voter, qui est toujours plus importante, d'où ce décalage dans le temps. Le problème qui va se poser, qui va nous occuper pendant toute cette conférence, c'est le problème de la conversion. C'est-à-dire que l'on a une image de la démographie, un poids démographique d'un certain nombre de communautés qui ne va pas se traduire, qui ne va pas se convertir en électorat. Donc on va avoir des déperditions que l'on voit assez clairement ici. Alors justement pour neutraliser le contre-argument qui est que oui, mais c'est parce que les hispaniques, il y a beaucoup de jeunes et donc on ne peut pas vraiment comparer ce qui n'est pas comparable. Ce que l'on regarde, c'est la disparité entre les électeurs potentiels, l'électorat potentiel, c'est-à-dire les gens en âge de voter, ce qu'on appelle en anglais eligible voters, et les votants, ceux qui ont véritablement voté ou pas, justement. Et donc on voit sur ces deux graphiques la disparité. On voit deux choses. On voit déjà le déclin de l'électorat blanc et la croissance des autres électorats. Mais on voit qu'il y a toujours un décalage entre la population et l'électorat, sauf chez les blancs où l'électorat est surreprésenté. On voit également une petite évolution intéressante, c'est que entre 2012 et 2016, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais entre 2012 et 2016, la chute de la proportion des Blancs s'est quasiment arrêtée. Alors qu'on voit quelque chose d'assez inédit, c'est que la participation des Noirs, qui est la seule qui finalement reflète presque exactement leur population. Donc entre population et électorat, on a une corrélation qui est assez stricte chez les Noirs, ce qui est d'autant plus remarquable que dans pas mal d'États du Sud, il y a un certain nombre de tripatouillages législatifs qui empêchent effectivement les Noirs de voter. Donc en fait, cette adéquation entre le poids démographique et le poids électoral montre que en termes d'engagement citoyen, les Noirs font finalement quelque chose qui est tout à fait louable. Et là, on voit que ce qui est assez rare, la participation des Noirs étant recule d'un point, alors que leur proportion de l'électorat en âge de voter augmente. Donc là, on a une première question qu'il va falloir résoudre à mesure que nous avançons. Et alors le jour de l'élection et la veille de l'élection, en novembre 2016, on pouvait lire à peu près partout, et notamment dans la presse côtière, urbaine, etc., que ça y était, The Upshot, c'est une sous-partie du New York Times qui est très influente parce que ce sont les petits génies qui manipulent les données et qui donnent véritablement non pas seulement de l'opinion un petit peu littéraire, mais des données, quoi, du brut, du concret. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas véritablement nier ou minimiser. Et là, Nate Cohn nous dit que this time there really is a Hispanic voter surge. Là, ça y est, on y est. Et donc, je vous ai surligné rapidement un certain nombre de termes qui, le jour de l'élection, ou la veille et le jour de l'élection à cause du décalage horaire, nous faisaient penser qu'avec tout le vote anticipé qui était notamment un vote anticipé hispanique, on avait réussi à mobiliser cet électorat hispanique qui était traditionnellement sous-mobilisé, et que pour les démocrates, c'était un petit peu l'arme secrète qui faisait qu'une fois qu'on avait déclenché
cette mobilisation, on était assuré de passer le cap de l'élection. Et que donc finalement, ce qu'Obama avait réussi à effectuer en termes de mobilisation en 2008 et un petit peu moins en 2012 était sur le point de se concrétiser sans Obama. Et donc on voyait que l'effet Obama n'était pas qu'un effet Obama, mais quelque chose de plus. Et donc on avait cette vague hispanique, et donc, eh ben non, toujours pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc ce qu'on voit bien sur ce graphique, c'est que certes, on a une population qui augmente, certes, on a un électorat effectif hispanique qui augmente, mais qu'en réalité, on a plus d'hispaniques en âge de voter qui ne votent pas que d'hispaniques en âge de voter qui votent. Et on voit que c'est quand même assez clair, et que cette courbe, elle va dans un sens qui n'est pas forcément rassurant en termes de participation, puisqu'on a l'impression que le delta entre les deux a tendance à s'agrandir. Donc la question de la mobilisation effective des hispaniques est un casse-tête pour les démocrates, auquel s'ajoute le casse-tête de la sous-mobilisation des Noirs en 2016. Et là, on voit bien dans le temps, depuis 88, la mobilisation des différentes communautés. Ce que ça ne prend pas en compte, et c'est un petit peu problématique, c'est que ça conçoit les identités ethno-raciales comme étant des entités fixes, stables et absolument étanches. Quand on est noir, on est noir. Quand on est blanc, on est blanc. Quand on est hispanique. Et le problème, c'est que ça ne prend pas en compte le nombre très nettement croissant des mariages mixtes et des gens qui sont et blancs et noirs, et blancs et hispaniques. Et ça, on ne le voit pas là-dedans. Et donc, dans la façon dont on comptabilise ces électorats et ces taux de participation, on ne voit pas cette réalité croissante. Ce que l'on voit, c'est qu'on a à la fois une légère surmobilisation des Blancs, une mobilisation des Asiatiques et des Hispaniques qui est très nettement inférieure aux deux autres, et on voit un décrochage assez spectaculaire des Noirs. On a beaucoup dit qu'en 2012, les Noirs avaient été déçus par Obama, et que finalement, ils avaient voté pour Obama par devoir, plus ou moins, par loyauté. Et en réalité, quand on voit les taux de participation, c'est pas tout à fait exact. On voit qu'ils se sont plus mobilisés en 2012 qu'en 2008. Donc il n'y a pas eu forcément l'effet 2008 qui s'est affaissé en 2012, mais on voit clairement qu'en 2016, on a un très net décrochage au niveau national que l'on peut décliner au niveau régional. Donc là, je vous ai sélectionné 4 États de la Rust Belt, puisque la Rust Belt est la région qui, que ce soit vrai ou pas, a ou aurait fait basculer l'élection. En tout cas, c'est ce que l'on raconte, et dans la mesure où c'est ce que l'on raconte, c'est ce qui informe une certaine réalité. Nous avons là donc 4 États de la Rust Belt, Michigan, où on voit le décrochage des Noirs dès 2008-2012, l'Ohio, où on voit ce décrochage entre 2012 et 2016, la Pennsylvanie, le Wisconsin, où c'est absolument spectaculaire, en haut à droite, et 2 autres États, la Caroline du Nord et la Floride, qui sont considérés comme des États clés, comme des États charnières, qui donc font ou feraient basculer, seuls ou à plusieurs, l'élection en fonction de qui mobiliserait qui, et on y reviendra tout à l'heure. On voit nettement en Caroline du Nord, où la communauté noire est assez importante, un décrochage. Même chose en Floride, où l'on voit, je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est le seul pour lequel on a une ligne également pour les hispaniques, et on voit également un décrochage. Et pourtant, la Floride, on voyait tout à l'heure dans l'article du New York Times que c'était un des États clés avec le Nevada où il y a beaucoup d'hispaniques et où le vote anticipé était censé plier l'élection. Et nous voyons qu'il n'en est rien. Donc après la fin de l'Amérique blanche, on peut s'interroger sur la fin de l'Amérique chrétienne. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation, mais on peut s'interroger sur le point d'interrogation. Quand on regarde la triple courbe que nous voyons à gauche, il n'y a pas vraiment de point d'interrogation. On a un déclin net des différentes communautés qui sont les évangéliques blancs, les protestants non évangéliques blancs, ce qu'on appelle les mainline Protestants, qui est la deuxième ligne, et la troisième ligne qui sont les catholiques blancs. Donc quand on combine protestants évangéliques, protestants non évangéliques et catholiques et blancs, on a ces trois lignes qui
sur une dizaine d'années, c'est difficile de dire le contraire, quoi. Ça descend. Et sur les deux cartes que vous avez à droite, on voit clairement la différence des teintes entre 2007 et 2016. Donc c'est du réel. C'est-à-dire que ce n'est pas des projections alarmistes ou fantaisistes, c'est du réel, c'est des enquêtes. Que on peut toujours remettre en cause la méthodologie des enquêtes, mais enfin bon, c'est quand même assez net que quel que soit l'état que l'on regarde, on a une décrue de cette combinaison chrétien, quelle que soit la sous-catégorie, et blanc, dans tous les États. Dans certains États, c'est moins marqué que dans d'autres. Mais dans tous les États, c'est marqué, même dans l'Alabama, le Mississippi, etc. Donc dans certains, on limite les dégâts, mais le déclin se vérifie partout. En parallèle, ce à quoi on assiste, c'est à l'essor de cette catégorie qui est très insatisfaisante, les nones ou les unaffiliated ou les sans église, que c'est très difficile à traduire. Alors, très rapidement, d'où ça vient cette catégorie? Ça vient du recensement, en fait, quand on demande aux gens à quelle case religieuse ils s'identifient. On leur demande s'ils sont catholiques, s'ils sont protestants, quel type de protestants ils sont, etc. Et on leur propose également la case aucune, quand on leur demande dans quelle église ils s'identifient. Et donc cette case aucune, non, regroupe tout et rien finalement. C'est une catégorie qui est en soi insatisfaisante parce que ces gens-là, leur seul point commun, c'est de ne se revendiquer d'aucune église. Mais on va voir dans un instant qu'il y a une variabilité des sensibilités religieuses, mais également de tas d'indicateurs socio-économiques qui est absolument affolante. Donc c'est une catégorie qui se définie surtout par ce qu'elle n'est pas. Et donc en soi c'est assez peu satisfaisant, mais on voit tout de même que c'est une catégorie en très nette expansion, et vous voyez dans les petites barres de droite que dans une vingtaine d'États, c'est la colonne du milieu, dans une vingtaine d'États, les nones, les unaffiliated, sont l'identification religieuse. On ne peut pas dire la religion, on ne peut pas dire l'église, parce que justement il n'y en a pas, donc c'est l'identification majoritaire. On voit que dans d'autres, en bleu foncé, ce sont les évangéliques, et dans d'autres, ce sont les catholiques, mais qu'on a un phénomène qui est géographiquement important, qui est vraiment assez largement répandu, et qui est en croissance. Et nous retrouvons ce problème de conversion qu'on voyait chez les hispaniques en particulier. Alors chez les hispaniques, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Il y a également le fait de dire les hispaniques, c'est une simplification qui fonctionne dans les sondages, mais qui est assez insatisfaisante dans la mesure où il y a des disparités qui sont essentiellement générationnelles, qui sont extrêmement fortes. Donc les hispaniques, c'est un pis-aller en termes d'identification, mais qui cache aussi des disparités en termes d'américanisation, donc de comportement et de comportements électoraux. Donc entre la troisième génération d'hispaniques et la première génération d'hispaniques, les identifications vont varier, et le comportement électoral, le civisme d'une certaine manière, va également varier. Pour revenir à nos sans-église, on voit que si leur part dans la population augmente, il n'en reste pas moins vrai que leur participation électorale est toujours nettement inférieure. Elle suit la courbe, mais toujours avec un retard assez conséquent. Et donc, on parle de l'essor des nones qui sont de plus en plus nombreux, un quart de la population aux États-Unis, quand même, c'est assez considérable. Mais en termes électoraux, ça ne suit pas forcément. Alors, c'est donc un groupe assez composite qui n'est pas réductible aux athées. Ça, c'est un petit peu ce sur quoi je voudrais insister sans trop rentrer dans les détails. Mais les athées, c'est un sous-groupe des nones, mais on compte parmi les nones des gens qui sont croyants pratiquants, c'est-à-dire qu'ils prient, mais ils prient chez eux. Ils ne vont pas à l'église, ils ne vont pas dans une église. Ce sont des gens qui sont finalement non pas athées, mais plutôt anticléricaux. C'est-à-dire qu'ils ont un problème avec l'institution. Mais on va voir que c'est un problème d'institution qui va se vérifier également en termes politiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui
n'aiment pas l'Église en tant qu'institution, mais ne vont pas aimer le parti en tant qu'institution, et donc vont se revendiquer comme indépendants. Donc les indépendants politiques, dont on ne sait pas exactement dans quel sens ils penchent, en fait, on a une sorte d'équivalent religieux. Donc il y a pas mal d'études, notamment du PRRI, qui essayent de voir qui sont ces gens exactement et qu'est-ce que ça recoupe, puisqu'on sait que c'est un groupe très composite. Donc on a des gens qui sont véritablement des athées, d'autres qui sont des agnostiques plus modérés, et d'autres qui restent des croyants, mais unattached believers, sans attache institutionnelle en réalité. Et donc cette disparité sociologique, elle se vérifie par exemple pour le niveau d'éducation, et on voit qu'entre les différents types de nuns, on a des niveaux d'éducation qui varient par exemple du simple au triple pour les diplômés du supérieur, entre les rejectionists et les unattached believers. Et on voit également qu'en termes ethno-raciaux, c'est à peu près c'est les mêmes types de disparités. On voit par exemple que les Noirs ne sont pas du tout représentés dans les rejectionists, alors qu'ils représentent plus d'un quart des unattached believers. Donc on a des profils qui sont radicalement différents, mais globalement c'est plutôt des blancs, mais pas exclusivement des blancs, et plutôt des gens éduqués, mais pas exclusivement. Le fait de quitter la religion, plutôt, c'est pas vraiment exact, hein, on voit living religion, mais on voit que c'est aussi une simplicité qui est un petit peu coupable. Le fait de quitter les églises, on a beaucoup dit au départ que c'était surtout pour des questions politiques, que les églises étaient trop politiques, et donc que les gens voulaient vraiment considérer que la foi c'est la foi, et la politique c'est quelque chose de différent. Et en réalité on voit que c'est beaucoup plus simple et plus compliqué à la fois, c'est-à-dire que les gens en fait arrêtent de croire tout simplement. Il n'y a pas forcément de raison, donc c'est très frustrant quand on cherche des raisons à tout, parce qu'il n'y en a pas forcément. Alors oui, on va trouver des gens qui vous disent les scandales de pédophilie, tout ça, ça a joué, mais ça n'est pas majoritaire. Donc on voit bien ici ce que je vous disais sur le côté indépendant de leur identification politique. Donc quand on leur demande où vous vous situez politiquement, ils vont répondre majoritairement. On voit que c'est très net par rapport aux autres. Seuls les bouddhistes sont aussi indépendants. Ils sont très nettement indépendants, ensuite démocrates et très peu républicains. Mais on va voir que dans la mesure où ce sont des gens qui ne votent pas énormément, entre ce qu'ils s'identifient et ce que l'on vérifie dans les urnes, il y a une disparité, parce que ceux qui votent effectivement font monter le poids des républicains. Et on voit que quand il s'agit de voter, il y en a moins qui votent, mais la différence est quand même très très nette. C'est un électorat qui est très nettement démocrate, de la même manière que l'électorat évangélique blanc n'est pas exclusivement républicain, c'est de l'ordre de 80-20, mais que c'est quand même très nettement républicain. On voit le pic, c'est un petit peu l'élection d'Obama, où on est de l'ordre de 75-25. Ça s'est un peu tassé en 2016, mais parce que la participation s'est également tassée. Donc on a là une sorte d'électorat démocrate captif, pour peu qu'il vote. Et c'est un électorat qui suit une évolution démographique qui, elle, est absolument incontestable, puisque de toute façon, dans tous les pays, on voit le même type de renouvellement générationnel. Et là, en fait, quand on applique le renouvellement générationnel à l'identification religieuse, on voit clairement que la famille évangélique blanche est une famille qui est très clairement vieillissante. On voit que quand on regarde un instantané de 87 et un instantané de 2016, la répartition des groupes d'âge, elle varie quand même très nettement. Et les plus de 50 ans sont désormais très majoritaires parmi les évangéliques blancs. Et on voit à droite qu'on a une inversion, c'est-à-dire que plus, c'est un instantané de 2016, plus on vieillit, plus on est avancé en âge, plus on a de chances d'être évangélique, ou les autres catégories chrétiennes. On voit ce qui n'est pas encadré en noir, ce sont les autres catégories de chrétiens, les mainline, donc protestants non évangéliques blancs, les catholiques, etc. Et on voit tout en haut que la part des nones diminue avec l'âge, mais que pour les 18-29 ans, on est dans quelque chose qui est considérable. On n'est plus dans les 25% nationaux, on est de l'ordre de 38-39%. Donc c'est considérable. Et on voit que ça ne va pas aller en se réduisant. La seule catégorie qui augmente, la seule catégorie religieuse qui augmente, ce sont évidemment les hispaniques, puisque le
gros de la population hispanique augmente, et donc on a plus d'hispaniques catholiques et également plus d'hispaniques protestants. Ce qui est intéressant parce que les hispaniques protestants sont généralement des évangéliques et sont généralement des pentecôtistes qui sont très conservateurs et qui votent républicains. Donc le phénomène d'américanisation passe à la fois par les hispaniques deviennent des nones, donc plutôt démocrates quand ils votent, ou alors ils deviennent des évangéliques plutôt républicains. Et donc de ce point de vue-là, l'évolution fait que dire les hispaniques, c'est assez insatisfaisant également. Ici, on voit quelque chose d'un peu plus fin qui est vraiment intéressant parce qu'on voit, alors c'est pas dans le temps, c'est au fur et à mesure que l'âge augmente et on voit cette diminution de la part année après année, ou plutôt en fonction des différentes catégories d'âge, cette décroissance. Mais on voit également que ça se joue dans le temps. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de voir que ça a quelque chose d'irréversible. Et que, évidemment, alors les jeunes de 86 ne sont plus les jeunes de 2016, bien entendu, ce serait trop beau, mais on voit que dans toutes les catégories d'âge, tous les 10 ans, on a quelque chose qui augmente. Donc, en termes de prospective, on est fondé à croire que qu'en 2026 et en 2036, ce sera plus important, et donc que le réservoir démocrate va s'enrichir de ce point de vue-là, pour peu que ces gens votent. Et ce qui est absolument frappant sur l'élection de 2016, c'est que les évangéliques blancs, eux, se mobilisent, et donc ils votent et font voter, et ça c'est très important. Les nones, eux, ne votent pas et font encore moins voter. On vote beaucoup moins. On voit, j'ai repris à peu près les... Alors on n'a pas des données fiables pour tous les États. Ce sont les données des sondages sortis des urnes qui sont parfois critiqués à juste titre. Donc on fait un peu avec ce qu'on a. Hein. Mais ce qu'on voit clairement dans les États de la Rust Belt, plus Floride et Caroline du Nord, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que quand on a la même part d'évangéliques et de nones, par exemple dans l'Ohio, qui est l'État clé par excellence, eh ben, quand on voit la part des votants, c'est très nettement différent. On arrive à quelque chose qui est du simple au double. Hein. 33% d'un côté, 16% de l'autre. Donc on voit que quand on est à égalité, on perd cet avantage potentiel. Dans le Michigan, c'est encore pire, puisque les nones sont plus nombreux que les évangéliques blancs. Et pourtant, dans les urnes, la proportion est inversée. Et même chose, par exemple, en Floride et en Caroline du Nord, etc. Donc c'est ça qui fait la différence aussi. C'est pas seulement la démographie, c'est la façon dont on s'en sert. Donc le renouvellement générationnel, donc il est inexorable, évidemment. Il se traduit dans les urnes. On voit ici le delta entre les démocrates et les républicains à la présidentielle, c'est-à-dire que dans les élections fédérales, notamment au Sénat, mais également les élections dans les États, c'est pas forcément quelque chose qui reflète cette tendance. On l'a vu par exemple en Pennsylvanie en début de semaine. En Pennsylvanie, vous avez des gens qui ont voté Trump en 2016 et qui ont voté pour Conor Lamb là mardi dernier. Donc ça peut être les mêmes gens. Et ça peut être les mêmes gens qui, le même jour, au même endroit, vont voter Trump à la présidentielle et pour le sénateur de l'État ou le représentant de l'État et le représentant fédéral démocrate. Donc on peut avoir cette espèce de ce que les journalistes du New York Times, etc., considèrent comme une sorte de schizophrénie, mais qui, au niveau local, s'explique. Et il y a des enquêtes, des safaris journalistiques pour aller voir qui sont ces gens, quels sont leurs réseaux, parce que c'est une bizarrerie. Et pour ces gens-là, dans l'Indiana, par exemple, il y avait un reportage génial dans Politico, il y a au début janvier, je crois, sur justement qui sont ces gens. Et donc pour expliquer cette bizarrerie qui, pour ces gens-là, n'en est pas une. Donc tout expliqué par la présidentielle, c'est encore une fois quelque chose qui est parfois un petit peu trompeur. Cette génération, donc la génération Y, puis la génération Z. Alors là, la génération Z, si vous voulez voir qui c'est, quand vous voyez les mobilisations en Floride des jeunes post-Parkland sur les armes à feu, elle est là, la génération Z. Hein. Et elle est hyper motivée, justement, par cette tuerie en Floride. Donc ça, toute la question est de voir combien de temps ça va durer. Mais on a un phénomène de mobilisation sous nos yeux qui est absolument fascinant parce que c'est en train de se faire. Plus généralement, donc en dehors de ce phénomène Parkland, ce que l'on voit assez nettement, c'est que plus on avance dans les générations, plus on a quelque chose de progressiste, en général, mais surtout sur des questions spécifiques
le réchauffement climatique ou le changement climatique. On voit également des choses un peu plus fines sur y a-t-il des preuves ou n'y a-t-il pas de preuves, et ces preuves sont-elles attribuables à l'activité humaine ou à des évolutions naturelles. Et on voit clairement, là on a quelque chose d'assez fin, donc c'est vraiment très pratique. On voit clairement que les millennials sont clairement convaincus que oui, il y a un changement climatique, oui, il y a des preuves, et oui, c'est l'activité humaine. Et donc, avoir un programme politique climato-sceptique, ça va marcher, mais pas avec cette génération-là. Donc, si cette génération-là et la suivante, et la génération X, donc génération X, c'est en gros 65, 80, 81, ces générations-là ne marchent pas dans le discours climato-sceptique, ou en tout cas nettement moins, donc ça ne peut plus fonctionner à terme. Ce que l'on voit également, c'est que dans la perception des étrangers, de l'immigration sur le pays, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, est-ce que c'est un enrichissement, est-ce que c'est une menace pour le mode de vie? On voit que c'est quelque chose de très américain, très éthique protestante, because of their thrift, because of their hard work and talents. Donc c'est vraiment le travail dur. Donc c'est vraiment le rêve américain, on travaille dur, on va y arriver. Et là on voit clairement que toutes les catégories sont plus ouvertes à l'enrichissement par l'immigration depuis 1994, donc on a quand même un certain recul là-dessus, mais que les jeunes générations sont nettement plus ouvertes également parce qu'elles sont nettement plus diverses elles-mêmes. Et que la part, par exemple, des hispaniques dans la génération Y et dans la génération Z est nettement supérieure. Donc forcément, s'ils sont eux-mêmes issus de l'immigration, ils vont considérer que c'est un bienfait. Donc avoir une politique nativiste, anti-immigration et climato-sceptique, c'est condamné à terme. Mais on aurait tort de considérer que c'est condamné à court terme. Et donc pour l'instant, ça fonctionne. Et l'élection de Trump est la confirmation de cet état de fait. Et je ne vous parle pas de 2020, mais pour les démocrates sont quand même champions du monde pour la balle dans le pied. Hein. Donc ils sont capables de perdre une élection imperdable. Et donc pour 2020, ça peut encore fonctionner. C'est pas absolument certain, mais les républicains sont très bons pour gagner des élections qui sont ingagnables aussi. Donc quand on ajoute les deux paramètres, pour 2020, c'est absolument pas gagné, malgré ces évolutions. Alors, quand on considère leur identification et la façon dont ils votent pour le Congrès, ça c'est aussi quelque chose qui est un révélateur qui est peut-être plus fiable que pour la présidentielle. On voit clairement également que ces disparités générationnelles sont de plus en plus marquées et que l'avantage structurel pour les démocrates semble inexorable, d'où mon titre, une majorité démocrate permanente, mais d'où mon point d'interrogation également. C'est-à-dire que cette majorité démocrate permanente, on nous l'annonce depuis un livre de Rui Teixeira et John Judis depuis 2002. Donc depuis 2002, on est censé, ça y est, on y est, avec la majorité démocrate permanente. Bon, on a vu que Bush avait été réélu, alors on a eu Obama, ah ça y est, on a la confirmation que, ah oui, mais on a eu Trump. Donc le point d'interrogation se justifie. Donc cette génération est nettement plus progressiste dans différentes catégories, pour la présidentielle, pour les élections plus locales, mais elle peine à se mobiliser. On voit qu'il y a un léger mieux en 2016, ça c'est exact, mais que ça reste quand même très nettement inférieur par rapport aux générations les plus âgées, les boomers et la silent generation qui est née avant 45. Là, on voit que la disparité est quand même assez nette et que quand on combine hispaniques et milléniaux, par exemple, on a des taux de participation qui sont encore plus inférieurs. Et quand on combine non-hispaniques et milléniaux, alors là, on arrive au plus bas en termes de mobilisation. Et donc la grande question pour les démocrates, c'est la mobilisation et la question de la persistance. Parce que la grande question, c'est est-ce qu'ils vont rester aussi progressistes au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Alors Obama, on avait l'espèce de quintessence de la mobilisation pour. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui mobilisait derrière sa bannière. Alors que Trump mobilise contre. C'est-à-dire qu'il mobilise contre Hillary Clinton. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Trump avec une pince à linge sur le nez, mais surtout pour éviter Hillary Clinton, qui s'est surnommée quand même la sorcière dans certains milieux.
Non, on a tendance quand même à sous-estimer la haine des Clinton dans certains milieux aux États-Unis. Donc Trump était un pis-aller par rapport aux Clinton. Il mobilise également contre lui. Donc de ce point de vue-là, Trump est une sorte de bienfait démocratique malgré lui, parce que c'est l'artisan, au même titre que Obama, mais en miroir, d'une mobilisation de gens qui votaient finalement peu. Donc les questions qui vont se poser pour la mobilisation, c'est pour la pérennité de cette coalition, c'est de savoir si les millennials, au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, donc payent plus d'impôts, et se marient et ont des enfants qui sont les caps qui font un peu passer de démocrates à républicains, est-ce qu'ils vont rester aussi progressistes ? Est-ce que les hispaniques, à mesure qu'ils s'américanisent, donc par américanisation je veux dire simplement convergence vers la moyenne nationale dans les grandes études, c'est simplement ça, est-ce que ça veut dire qu'ils vont voter moins démocrates, plus républicains ? Pour l'instant, il semblerait que oui. Mais ça veut dire qu'il reste quand même un avantage structurel pour les démocrates dans ce groupe-là. L'anti-trumpisme survivra-t-il à Trump ? Parce que on a eu l'anti-bushisme qui s'est traduit par Obama, mais bon, après ça n'a fonctionné plus. Donc est-ce que l'anti-trumpisme va permettre de mobiliser contre Trump en 2020 ? Oui, probablement, mais après il faudra peut-être avoir autre chose à proposer. Où trouver les nones ? Où trouver les évangéliques ? C'est facile. Ah, ça, on sait où ils sont. Ils regardent Fox News, ils sont à l'église, ils sont dans des groupes, etc. On peut les contacter. Les nones, par définition, n'appartiennent à rien. Donc c'est assez compliqué. Et c'est un des sujets dans lesquels je me lance en ce moment. C'est comment on fait pour, en réalité, aller chercher les nones. Et l'effet Parkland, alors ça c'est quelque chose que j'ai rajouté assez récemment dans ma conférence, parce que c'est sous nos yeux, comme je disais tout à l'heure, et c'est quelque chose dont il va falloir mesurer au fur et à mesure la pérennité. Alors évidemment, l'effet Trump, grab them by the midterms, ça c'est absolument génial comme slogan. C'est un truc qu'on a vu à la Women's March en janvier. C'est quelque chose que l'on décline sur du merchandising. Alors n'allez pas croire que c'est qu'on surfe sur une vague anti-Trump et que ça permet de faire de l'argent. Non, non, ce merchandising, vous pouvez acheter ça, mais l'argent va dans des groupes de mobilisation. Ici, c'est un groupe de mobilisation de femmes de Géorgie. Donc c'est une forme de levée de fonds, quoi, d'une certaine manière. Donc vous pouvez acheter un mug avec ces slogans féministes. Donc la mobilisation des femmes est boostée par l'effet Trump. On a des structures comme Run for Something qui sont très intéressantes parce que c'est des structures qui cherchent à mobiliser les millennials en soutenant leur candidature. Donc vous avez, là je vous ai mis un tout petit morceau de la galerie de leurs candidats, et ce sont des candidats qui se présentent à des élections qui sont très 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 locales, c'est-à-dire vraiment au niveau du conseil municipal d'une ville de l'Arizona. Enfin vraiment c'est du sous le radar, quoi. C'est pas des choses auxquelles on s'intéressera en France. Des profils très très différents. Tout ça est très bien fait. Au niveau communication digitale, c'est aussi très très bien fait. Donc il y a un soutien logistique, il y a un soutien organisationnel, et on a une certaine discipline et un soutien financier évidemment apporté à ces candidats millennials. L'idée étant que il ne faut pas seulement qu'ils votent, mais également qu'ils prennent part à la vie démocratique en tant que candidat. Et donc, pour terminer, quelques questions que je me pose. Donc, c'est vraiment une recherche en cours. Comment on mobilise les nones ? Il y a un certain nombre d'associations qui réfléchissent à ça. La Secular Coalition for America, qui a des... en fait, leurs sites web sont un peu toujours sur le même modèle. On a des chapters par État, et ensuite on a donc à chaque fois il y a une page Facebook avec des groupes Facebook qui sont par État, par ville, etc. Donc il y a une forme d'organisation qu'on voyait déjà au 19e dans les mouvements abolitionnistes et tout ça. Tocqueville avait déjà vu ça, il était fasciné par cette capacité des Américains à créer des associations et à rejoindre des associations, à être membre de clubs, etc. Donc c'est pas nouveau, mais c'est toujours une arme de mobilisation. Une manière de trouver des nones, c'est de les trouver sur les campus. C'est une population plus jeune et plus éduquée. Donc aller faire de la retape sur les campus, c'est une bonne idée. Donc on a la Secular Student Alliance qui fait exactement ça, qui recrute sur les campus, qui cherche à monter des équipes
sur les campus. Et on a la même chose avec les athées. Alors eux, ils sont sur le marché entre guillemets depuis plus longtemps, mais c'est un marché de niche, quoi. C'est un marché qui est en expansion, mais également c'est un tout petit groupe par rapport aux nones en général. Donc là, vous voyez qu'ils ont une conférence nationale avec Hugh Laurie en invité d'honneur. Donc il y a le côté un petit peu people pour attirer du monde et se dire tiens. Donc on a ce différents types de mobilisation qui sont donc quelque chose qui est en cours, qui est un casse-tête, mais qui est en cours, et donc qui essaye de faire en sorte de convertir ce poids démographique indéniable en un poids électoral qui pour l'instant relève du point d'interrogation de mon titre. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Lauric, pour votre analyse très exhaustive. Est-ce que nous avons des questions? Oui, madame. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Alors c'est une question double. Première question, est-ce qu'on ne peut pas analyser la défaite de 2016 finalement côté démocrate en disant que Madame Clinton, elle est quand même, par la figure qu'elle représente, par tout ce qu'elle représente, elle explique en grande partie la défaite des démocrates et que c'est plus une défaite de Madame Clinton qu'une défaite des démocrates. Quand on sait que la famille Clinton tient les grands labours du Parti démocrate depuis plus de 20 ans, qu'il n'avait pas réussi, déjà, Mme Clinton n'a pas réussi à s'imposer en 2008, il me semble, face à M. Obama, qui était quand même un peu inconnu par rapport à elle à l'époque. Donc, et ça expliquerait peut-être comment on peut voter Trump, puis, à l'échelle locale, pour un sénateur voté, du coup, démocrate. Et la deuxième question, en tant que Française, votre analyse qui est tout à fait pertinente et très intéressante, en fait, forcément nous pose question, puisqu'on voit bien qu'on est dans une analyse très communautariste des votes, et non pas effets globaux et intérêts collectifs et général. Alors, c'est un parti pris de ma part de regarder ce qui était démographique. Mais on peut également avoir des analyses qui sont plus transversales, par exemple sur les revenus, sur les taux de syndicalisation, sur l'habitat, banlieue, pas banlieue. Donc ce genre de choses peut aussi entrer en ligne de compte de manière plus transversale, c'est-à-dire sans prendre nécessairement en compte, même si généralement il y a des corrélations sur le niveau d'éducation, etc. Donc ça c'est vrai que de toute façon on en revient toujours un peu à la démographie. C'est très pratique pour les chercheurs d'avoir ces communautés parce que c'est une réalité et dans la mesure où c'est une réalité, c'est aussi utilisé par les groupes de mobilisation. Les groupes de mobilisation noirs sont assez anciens. Un point qui a été pas mal étudié par les journalistes, un point de curiosité qui a été assez largement couvert du fait de Trump, ça a été l'électorat arabe, notamment dans le Michigan autour de Détroit, alors qu'il représente quand même pas grand-chose, c'est à peu près 1% de la population, une population très jeune et donc qui va être moins encline à voter, un parce qu'elle est jeune, deux parce qu'elle n'a pas forcément l'âge de voter tout simplement, et pourtant il y a eu une énorme couverture de cette mobilisation, et ce qui était très intéressant c'est qu'il reprenait tous les codes de la mobilisation noire des années 60 notamment. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit que d'une communauté à l'autre on va se servir de ces modèles-là. Donc bon, moi en tant que chercheur ça me sert beaucoup. Et pour revenir à votre autre question sur Hillary Clinton, oui, il y a le côté establishment. De la même manière que Trump était le vote anti-establishment républicain, le vote Sanders c'était aussi une forme de coup de pied dans la fourmilière. Et on voit que ça se poursuit. Il y a une sorte de tension entre les Sandersiens d'une certaine manière et les Clintoniens de l'autre, sachant que les Clintoniens représentent à la fois un certain nombre de centristes du Midwest. Conor Lamb, par exemple, qui a été élu en Pennsylvanie, pourrait être plutôt un Clintonien, mais au sens Bill Clinton plutôt qu'Hillary Clinton. Et donc il y a cette tension qui demeure. On la voit ailleurs. On la voit par exemple en Grande-Bretagne. Corbyn est une sorte d'anti-Blair, de la même manière que Sanders est un anti-Clinton. Donc il y a cette réalité. Ce que vous soulignez dans le facteur temps, depuis 20 ans, etc., c'est très vrai. Et vous avez eu tout à fait raison de mentionner 2008, parce qu'en 2008, on a quelque chose qui est radicalement différent. En 2008, Hillary Clinton est la candidate populiste du Parti démocrate.
quand on regarde les élections, moi j'avais pas mal décortiqué les primaires, les scores des primaires, qui votent pour Hillary Clinton, c'est des gens plutôt âgés, nettement blancs, ruraux, en déclin ou qui ont peur d'être en déclin, alors que l'électorat Obama des primaires, c'est des jeunes, des minorités urbaines, éduquées. Et on voit qu'il y a une tension entre ces deux électorats démocrates et que la populiste, entre guillemets, c'est Hillary Clinton. Et qu'en 2016, c'est plus du tout la même Hillary Clinton. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une succession de facteurs Clinton qui fait qu'en 2016, ça ne marche pas forcément. Elle aurait, en fait, c'est Sanders qui a fait Sanders 2016, c'est Clinton de 2008 d'une certaine manière. Bon, il y a pas mal de nuances, mais c'est plutôt ce profil-là. Et donc, les bons scores de Sanders reflétaient déjà la fragilité de la candidature Clinton. Donc vous avez tout à fait raison de souligner ça. Il y a le côté establishment et il y a le fait aussi que Hillary Clinton est beaucoup moins aimée que son mari. Elle est beaucoup moins populaire, notamment chez les républicains, mais également chez les démocrates. On voit dans l'électorat noir, il y a une défiance par rapport au Clinton, par rapport à la politique pénale de Bill Clinton, cette fois-ci dans les années 90, qui fait qu'il y a ce décrochage. La question, c'est avec quelqu'un d'autre en 2020, quelle va être l'évolution de ces courbes-là ? Merci monsieur pour votre réponse. Est-ce que nous avons une autre question ? Bonjour, j'ai deux questions. D'abord, qu'est-ce que l'effet Parkland ? Parce que vous en avez parlé vite fait, mais pas défini. Et l'autre chose, ça rejoint un peu la question précédente. Pourquoi est-ce que finalement, en dehors de l'aspect incarnation d'un candidat, le Parti démocrate n'arrive pas à mobiliser les gens et donc sa base électorale, et quels sont les motifs ? Est-ce que c'est parce que, contrairement aux républicains qui arrivent à jouer sur des thématiques précises comme le chômage, le déclassement, etc., le Parti démocrate n'arrive pas à cibler et à mettre en avant des thématiques qui concernent son électorat ? Alors, c'était moins vrai pour Bernie Sanders. Bernie Sanders avait une approche qu'on comprenait plus en France parce qu'il avait une approche plus universaliste, d'une certaine manière, moins communautariste, alors qu'Hillary Clinton avait plus une approche à l'américaine qui est un peu une approche de niche, c'est-à-dire je parle à tel groupe de personnes, donc je leur propose ça. Je parle à tel autre groupe de personnes, donc je change mon discours. Alors que Sanders avait plus un discours pour tout le monde, en fait, et beaucoup plus un discours donc transversal sur des thématiques qui étaient, par exemple, des thématiques économiques, ce genre de choses, sur la sécurité sociale, etc. Donc de ce point de vue-là, oui, on voit ça chez les démocrates, mais ça dépend quel démocrate et quel type d'approche. L'effet Parkland, c'est cette ville de Floride où il y a eu la tuerie le 14 février là, dans l'école, dans le lycée, et où on voit depuis une mobilisation des jeunes à la télé, sur les réseaux sociaux, etc. Et alors bon, moi, comme pas mal d'autres chercheurs, je les suis tous sur Twitter, et c'est vrai qu'on voit quelque chose qui est largement répercuté par les médias, mais par les réseaux sociaux, ils arrivent à mobiliser. Il y a eu toutes les sorties d'école, il y a à un mois, là, le 14 mars, il y a eu pas mal de lycéens, collégiens, etc., même dans les écoles primaires, qui sont sortis de leur école, ou qui ont essayé de sortir de leur école, et les écoles ont dit non, vous restez en classe. Donc il y a eu ce mouvement, il y a eu une marche à Washington le 24. Donc cet effet Parkland, c'est le fait de, oui, il y a eu une tuerie, mais par exemple après Sandy Hook, on a dit ah là là c'est terrible, etc., puis finalement il ne s'est rien passé. Sandy Hook, c'était l'école primaire en 2012 dans le Connecticut. Et finalement, donc, un des arguments, c'était de se dire, bon, si après Sandy Hook, il n'y a rien eu, il n'y aura rien après Parkland. Sauf que ce qu'on voit avec Parkland, c'est qu'il y a une mobilisation par les réseaux sociaux, il y a une gestion du temps, de la scansion des événements, qui est absolument déterminante, puisque c'est ce qui permet de garder ce mouvement en gros en marche, d'une certaine manière, sans jeu de mots du tout. Mais il y a un certain nombre d'événements avec la marche du 24, plus les 19 ans de Columbine. On ne fait pas les 19 ans d'un événement. Et pourtant, la tuerie de Columbine en 99, il va y avoir, je crois, le 20 avril, encore une manifestation de commémoration. Donc il y a une scansion de tout ça qui nous emmène dans les primaires des midterms, qui nous emmène donc sur le terrain où ça va devenir un argument de campagne. Et donc de ce point de vue-là, l'effet Parkland est un effet qui est à surveiller, parce que par le truchement des réseaux sociaux, on arrive à pérenniser quelque chose qui aurait pu s'étioler assez rapidement. Oui,
Oui, il y a une question quelque chose qui me gêne un peu, à tout mettre du côté d'Hillary Clinton. À ma connaissance, les démocrates ont aussi perdu les sénatoriales et la Chambre. Donc, comment faites-vous le lien ? Alors souvent le problème c'est que c'est lié. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on pouvait dissocier au niveau local, on peut dissocier, c'est-à-dire voter Trump et voter pour le démocrate du coin parce qu'on le connaît, etc. Ça c'est possible, mais c'est pas forcément général. Et donc généralement quand on a une présidentielle, il y a un effet d'entraînement qui fait que l'un ne va pas sans l'autre et que il y a des effets de cycle également qui font que les démocrates ont perdu beaucoup en 2010 et en 2014. En 2016, bon, c'était un peu moins. Ils n'ont pas pris une défaite cinglante comme en 2010 et en 2014, alors qu'il y avait encore Obama à l'époque. Donc on peut dissocier parfois. C'est-à-dire qu'il y a un effet de retour de bâton, comme il y avait eu avec Clinton. Clinton est élu en 92, en 94, paf, il y a une grosse défaite des démocrates, une grosse victoire des républicains. Donc on a ces effets-là. 2 ans de mandat, une nette défaite. On a l'effet d'entraînement de la présidentielle sur les chambres, qui fait qu'on n'a pas cette sorte de... pas de schizophrénie, mais de vote double qui permet de mettre en place une forme de cohabitation, ce qu'on aurait pu imaginer tout à fait. C'est-à-dire qu'une majorité, une courte majorité au collège électoral qui désigne Trump, mais dans le même temps une Chambre et surtout un Sénat démocrate qui fait une sorte de contre-pouvoir, ça n'a pas été le cas, ça aurait pu, mais avec l'effet d'entraînement, on n'a pas vu ça. Donc de ce point de vue-là, l'effet Clinton est un effet de ruissellement. Alors ça ne marche pas au niveau économique, mais ça marche au niveau électoral sur les autres élections, notamment fédérales, donc notamment sur le Sénat. Merci, bonjour. J'aurais plusieurs questions en une, en fait. C'est-à-dire que dans vos slides, là, on voit très bien les effets ethno-religieux, etc. Néanmoins, est-ce que vous pouvez quantifier, par exemple, les effets du racisme latent qui peut exister? On entend régulièrement aux États-Unis sous le sceau de la confidence « to bring back the white at the White House », par exemple. Ensuite, l'effet des inégalités, notamment certains jeunes qui arrêtent d'aller à l'université parce que ça coûte trop cher, etc. Ensuite, les fake news, et notamment Fox, qui est de l'entertainment, concrètement. Donc voilà, est-ce que ça, vous arrivez à le quantifier, notamment sur les nons, et l'influence que cela peut avoir contre les démocrates? Alors, sur les nons, c'est difficile. Disons que les nons vont être assez étanches, par exemple, à tout ce qui est fake news, etc. Donc, de ce point de vue-là, ça va moins marcher. Sur l'effet blanc, c'est vrai d'une certaine manière. Ça l'est moins, par exemple, quand on s'est rendu compte que dans des coins un peu paumés de l'Ohio, il y avait pas mal de gens qui sont des Trumpistes vraiment convaincus maintenant, mais qui ont voté pour Obama en 2008. Certains ont voté pour Obama en 2008, en 2012 et sont maintenant des Trumpistes convaincus. D'autres ont voté pour Obama en 2008 parce que c'était des démocrates et se sont abstenus en 2012 et ont voté Trump en 2016. Donc on a ces deux types de profils parce que on a aussi beaucoup de ce que Stanley Greenberg avait. Alors Stanley Greenberg, en fait, il est connu parce qu'en 85, c'est lui qui a isolé les Reagan Democrats, notamment dans le comté de Macomb, autour de Détroit. Là, après l'élection de Trump, il est allé revoir un peu ces gens-là. Il a isolé un petit peu ce qu'on appelle maintenant les Trump Democrats. Donc des gens qui ont voté Obama, qui ne pensent pas forcément qu'un président noir est un problème, mais qui pensent que l'immigration va être un problème, au même titre que les traités de libre-échange, parce que ça va avoir un impact sur l'emploi, réel ou supposé. Et c'est ça qui est... oui, c'est-à-dire que c'est surtout la question de la perception, c'est-à-dire de cette espèce d'idée de déclassement. Et donc il faut trouver un bouc émissaire. Et que le bouc émissaire, ça va être autant le traité de libre-échange, et donc les Clinton, puisque c'est quand même Bill Clinton qui a signé l'ALENA en 1994. Donc ça a aussi expliqué le fait que ça n'aurait pas été Clinton, ça aurait été Sanders qui était contre ces traités-là, ça aurait été assez différent dans la Rust Belt, et on n'aurait pas pu dire, par exemple, que c'était une question raciale, etc., parce que les gens auraient voté davantage Sanders que
que Clinton. Donc c'est un empilement de facteurs qui sont parfois économiques, qui sont quantifiables, mais parfois qui ne sont pas quantifiables. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans cette espèce de zone floue, de zone grise des perceptions. Alors ça rejoint un peu les fake news de ce point de vue-là. Des fake news qui sont générateurs de peurs irrationnelles, qui vont avoir une influence sur le comportement électoral. Ça, c'est vrai, mais ça va être vrai surtout sur un électorat qui va être plus blanc, plus âgé, plus évangélique, et ça va être beaucoup moins le cas, par exemple, sur un électorat jeune. Et là, de ce point de vue-là, il y a une espèce de d'étanchéité à ça. Donc je vois moins après, c'est toujours très difficile de quantifier ce genre de choses, mais je vois moins une... En revanche, ce que vous avez souligné est très très important, c'est sur l'éducation et le fait que le renchérissement du coût de l'éducation fait que de moins en moins l'éducation supérieure et un diplôme du supérieur est vu comme un bon investissement. Puisqu'on a beaucoup de diplômés du supérieur qui se retrouvent à vivoter de stage en stage, ce qu'on appelle les permatemps, c'est-à-dire c'est du temporaire permanent. Donc on a un petit peu les mêmes thématiques en France de stages renouvelés, de précarisation, etc. Et donc de plus en plus, on a des gens qui se disent « Ouais, enfin moi mon diplôme il m'a coûté terriblement cher bilan, je suis pas gagnant. Donc est-ce que j'ai vraiment envie voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ?» Et donc là, de ce point de vue-là, ça c'est quelque chose qui est vraiment déterminant parce que comment vont évoluer ces gens-là économiquement, mais également mentalement de ce point de vue-là, parce que les représentations vont pas être les mêmes, et donc ils vont peut-être être moins démocrates, sauf s'ils sont plus sensibles à un discours démocrate du déclassement et des inégalités. Et donc de ce point de vue-là, il y a plus un marché pour une ligne Sanders que pour une ligne Clinton de ce point de vue-là. Bonjour, ma question c'est sur le taux d'abstention des milléniums. Est-ce qu'ils ne se sentent pas représentés par le leader politique actuellement ou est-ce qu'ils ne sont pas engagés dans la politique? C'est quelle des deux raisons est la plus forte pour qu'ils ne votent pas? Les deux, mon colonel. Les deux, clairement. Et c'est pour ça qu'une association comme Run for Something a décidé de non pas seulement faire voter les jeunes, mais de les faire se présenter. Et on a également des chevauchements d'identités, parce que ces identités sont assez cloisonnées, mais elles se regroupent aussi. C'est-à-dire qu'on peut être hispanique, lesbienne, et en Floride, par exemple, Emma Gonzalez, c'est un petit peu la quintessence de ça. Alors ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est que Run for Something lui a envoyé un tweet du genre « Emma Gonzalez, si jamais tu te présentes un jour à un truc, on sera là pour t'épauler ». Parce qu'elle représente une succession d'identités qui fait que non, si elle se présente, elle va mobiliser. Donc ça marche dans les deux sens. Mais il y a clairement le côté on ne se sent pas représenté par... alors ça va varier beaucoup, mais par exemple, il y a pas mal de noirs, par exemple, qui vont vous dire old white man. Ça ne me représente pas, ça. Et donc ils vont pas vouloir voter, ou alors ils vont voter contre le pis-aller. Mais parfois ça suffit pas. Et on a vu que la figure, l'épouvantail Trump en 2016, dans l'électorat noir, ça n'a pas suffi. Alors qu'on aurait pu considérer que c'était un repoussoir suffisant pour mobiliser, même si on n'est pas fan d'Hillary Clinton, on aurait pu se dire bon, on va voter Clinton parce qu'on va voter surtout contre Trump. Parce que de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ont voté, notamment des évangéliques, qui ont voté pour Trump parce qu'ils ont voté contre Clinton et parce qu'ils ont voté pour Trump en tant que le plus à même à nommer des juges conservateurs à la Cour suprême. Parce que c'est ça le véritable enjeu. Trump, il va finir par partir. Les juges à la Cour suprême, ils sont nommés à vie. Donc Trump, voilà, c'est une parenthèse. Mais c'est lui qui va nommer les juges à la Cour suprême. Il fallait empêcher absolument Clinton de nommer des juges progressistes à la Cour suprême. Donc c'est ça aussi le calcul que les millennials ne font pas. Merci monsieur. On va prendre une toute dernière question très rapidement. Bonjour, ma question concerne la mobilisation électorale. Vous nous avez parlé de deux types de mobilisation,
celle engagée par Obama, la mobilisation pour, et la mobilisation de Trump, la mobilisation contre. Laquelle est la plus efficace et quelle stratégie va être choisie par les deux partis politiques, les deux familles politiques pour les prochaines élections? Alors ça dépend vraiment à la fois des camps et ça dépend des questions. C'est-à-dire qu'il va y avoir très nettement un anti-Trumpisme qui va marcher d'une certaine manière, mais pas forcément. Quand on regarde par exemple l'élection de cette semaine en Pennsylvanie, l'élection en Pennsylvanie, c'était dans une circonscription paumée dans la banlieue de Pittsburgh. C'est pas franchement ce qui fait se lever la nuit généralement. Pourtant, ça a été suivi au niveau national et au niveau international. On en a parlé, on a parlé en France. Qu'est-ce qui distingue la campagne de Conor Lamb? C'est qu'il n'a pas fait une campagne anti-Trump. Donc parfois ça va marcher, parfois dans certains coins, c'est hyper casse de faire une campagne anti-Trump parce que vous avez des gens qui ont voté Trump en 2016 et qui vont être capables de voter pour Trump en 2016 et pour le démocrate en 2018 parce que c'est un démocrate qui est un ancien Marine, donc patriote, qui chasse et donc qui est un peu comme nous et qui certes fait partie d'une famille politique assez établie mais qui ne va pas taper sur Trump. Et donc parfois les démocrates en fait de ce point de vue-là pêchent par enthousiasme, on va dire, anti-Trump. Donc ça dépend véritablement à qui on s'adresse. Si vous vous présentez dans une banlieue de San Francisco, par exemple, vous pouvez taper sur Trump. Là, de toute façon, c'est même assez attendu. Si vous vous présentez dans une banlieue de Pittsburgh, il vaut mieux faire attention. Donc ça va vraiment varier d'un endroit à l'autre et c'est pour ça que le Parti démocrate devrait faire vraiment attention à la leçon de Pennsylvanie cette semaine parce qu'il va falloir revenir à la stratégie de Rahm Emanuel qui est le maire de Chicago mais qui a vraiment très bien fait ça en 2006 qui était de choisir des candidats qui ne sont pas forcément dans la pureté doctrinale, idéologique, etc. mais qui sont le bon candidat pour la circonscription. Même si à Washington ou à Boston, on va dire que c'est des méchants. Oui, mais en même temps, un méchant qui gagne, ça reste quelqu'un du club qui gagne. Donc ça dépend vraiment très finement de la géographie et de la sociologie du cru. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui. C'est la fin de cette conférence.